Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir démarrer cette séance du Conseil municipal qui sera presque totalement consacrée au budget primitif de la ville. Je vous donne lecture des pouvoirs. Lucien Vigo me donne pouvoir. Lucien, que j'ai été voir, a subi une intervention en fin de semaine dernière. Il va bien, évidemment. Nous ne pouvons ensemble que lui souhaiter évidemment un prompt rétablissement. J'excuse aussi Antoine Diazio, mais je ne vois pas de pouvoir. Mais Antoine, je l'ai contacté. J'ai pris un contact avec lui hier. Il a aussi subi une intervention en fin de semaine. Il va bien aussi. Donc nous lui exprimons aussi, Antoine, évidemment, tous nos sentiments et nos vœux de prompt rétablissement. Mais je n'ai pas de pouvoir à ma connaissance. Il faut... Il l'a envoyé, oui. Non, je sais pas. Mais à qui? Vous ne savez pas sur quel mail? On va les voir. Donc, Anne-Marie Spataro donne pouvoir à Nadine Oreillard. Anaïs Guessot donne pouvoir à Gérard Lins. Jean-Luc Hano à Édouard Kozlowski. Et Audrey Pont à Lionel Gérard. Donc, on va voir si ce pouvoir est arrivé. Je n'ai pas de pouvoir. Donc René, René est excusé, mais je n'ai pas de pouvoir. Je ne peux faire état que des pouvoirs qui me sont parvenus. Un ou une secrétaire de séance, Édouard? Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Je ne soumets pas à votre voix, évidemment, à votre vote le compte-rendu. Il n'a pas été encore envoyé, donc il le sera dans les jours prochains, et donc je le soumettrai au vote. Bonjour. Lors de notre prochain conseil municipal, nous aurons à nous prononcer sur les deux comptes rendus du conseil de la semaine dernière et celui-ci. On va peut-être laisser le temps à Anne-Hélène de revenir. Bon, écoutez, bon, tant pis, pas grave. Nous allons sans plus tarder, encore que je voulais simplement donner une information au conseil municipal. Je m'étais engagé à le faire puisque je viens d'écrire à l'Association républicaine des anciens combattants qui organise très prochainement, puisque c'est le week-end qui vient, le 21 avril à Paris, les États généraux de la paix. J'ai envoyé à son secrétaire général, Patrick Statt, un courrier que je joindrai au compte-rendu de ce conseil municipal dans lequel je dis la haute sensibilité de notre ville à l'action en faveur de la paix, quelles qu'aient été les périodes, d'autant plus que notre ville a été marquée, comme chacun le sait, de terrible manière par les conflits qui se sont succédés sur notre territoire. Et donc, j'ai apporté un soutien franc et massif à cette initiative. Je voulais vous en faire part, et donc je vous adresserai le courrier que j'ai envoyé dans ce sens à Patrick Statt. Voilà le pouvoir de René Metzinger à Gérard Keff. Voilà, je vous propose sans plus tarder de rentrer dans l'ordre du jour. Je te le redonne. Qui va en porter, comme je l'ai dit à l'instant, largement sur les questions financières. La parole à Lionel Gérard, premier adjoint en charge des finances. Merci André. Donc,
En rapide mot, avant de passer la parole à Anne-Hélène qui va nous faire lecture de ces comptes administratifs. Nous avons travaillé, bien entendu, en commission des finances sur ces différents comptes. Et vous verrez la bonne santé des comptes de la ville, qui ne sont pas dus uniquement au travail de cette année, mais qui remontent à de longues années de travail sérieux et consciencieux de la part des élus, mais aussi de la part des services municipaux, bien sûr. Donc, on va laisser le soin à notre directrice générale de nous présenter, de manière évidemment synthétique, les comptes administratifs. Merci. Donc, je vous invite à vous munir du document budget principal. Je vais vous lire les chiffres en gras sur la partie CA 2017. Donc nous commençons par le fonctionnement. Je vais lire en fait la partie réalisation 2017, donc la colonne de chiffres du milieu. En charge à caractère général, donc les dépenses totales de fonctionnement s'élevaient à 6 425 505 €. Avec des charges à caractère général pour 1 489 423,17 €. Ensuite, le chiffre gras suivant est à la page 3, puisque c'est le niveau auquel vous votez. C'est un niveau de vote par nature. Le détail ayant été vu par la Commission des finances. Charges de personnel, 3 268 085,73 €. Atténuation de produits, 3 970 €. Opération d'ordre de transfert entre sections, 429 995,10 €. Page suivante, page 4. Autres charges de gestion courante, 1 082 473,55 €. Charges financières, 133 203,28 €. Charges exceptionnelles, 18 899,11 €. Nous passons aux recettes, avec un réalisé total de 6 889 292,58 €. Un résultat de fonctionnement reporté de 165 238,36 €. Des atténuations de charges, 89 017,69 €. Des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 161 417,04 €. Des produits des services pour 91 783,11 €. Des impôts et taxes pour 3 546 203,46 €. Des dotations et participations pour 2 598 718,12 €. Des autres produits de gestion courante pour 123 208,40 €, 1,65 € de produits financiers et 113 704,75 € de produits exceptionnels. Voilà pour la partie fonctionnement. Ensuite, sous une autre forme, l'investissement, avec un solde d'exécution reporté réalisé en 2017 de 227 219,98 €, des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 161 417,04 €. Toujours sur les chiffres grisés, opérations patrimoniales, 346 605,07 €. 17,46 € de dotation fonds divers et réserves, 1 380 € de subventions d'investissement, 459 445,30 € emprunts et dettes assimilés, 18 903,45 € d'immobilisation incorporelle. Vous avez le détail des annotations qui vous aident à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces chiffres. 29,37 € pour des subventions d'équipement versées, les immobilisations corporelles pour 705 825,90 €. Des participations et créances pour 100 €, des opérations sous mandat pour 3 513,97 €, ce qui nous donne un total de dépenses d'investissement réalisées de 1 924 457,54 €. Nous passons aux recettes avec
Des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 429 995,10. « 346 605,07, ce sont des opérations patrimoniales, 196 138,75 des dotations fonds divers et réserves, 199 397,22 des subventions d'investissement, 125 650, ce sont les emprunts, 3 513,97 des opérations sous mandat, ce qui nous donne un total de recettes d'investissement réalisées en 2017 de 1 301 300,11 €. Voilà pour le compte administratif du budget principal. Je vous propose que l'on procède à la présentation et à la lecture de l'ensemble des comptes administratifs et qu'ensuite vous procédiez au vote de ces comptes, évidemment, de manière distincte. S'il y a des questions, bien sûr, c'est le moment de les engager, bien entendu, à chaque fois, sur chacun des comptes. Donc, je vous invite à prendre le document budget annexe. Le premier étant celui de la maison médicale. Alors, dépenses de fonctionnement totales réalisées en 2017, 123 337,84 €. Des charges à caractère général à hauteur de 34 081,49 €. 5 835 pour des charges de personnel, 76 756,99 des opérations d'ordre, 6 664,36 des charges financières. Ensuite, des recettes pour un total de 151 806,50 € avec 15 805,02 de résultats reportés. 54 562,53 des opérations d'ordre entre sections, 3 348,49 des produits des services, 65 629,75 des autres produits de gestion courante, 12 460,71 des produits exceptionnels. Nous passons tout de suite aux dépenses d'investissement avec 79 368,07 € de dépenses d'investissement totales avec 305,54 € de solde d'exécution de la section d'investissement reporté, 54 562,53 des opérations d'ordre, 23 500 c'est le remboursement du capital, 78 062,53 € de recettes totales d'investissement avec un virement de la section qui va réaliser l'année même et l'année suivante, 76 756,99 les opérations d'ordre, 1 305,54 € pour des dotations fonds divers et réserves, et ce qui nous donne au total un excédent de fonctionnement de 28 468,66 €, un déficit d'investissement de 12 801,54 €. Il s'agira de ponctionner sur l'excédent de fonctionnement pour couvrir ce déficit d'investissement. Nous vous proposerons l'affectation de cet excédent tout à l'heure. S'il y a des questions, je vous écoute, sinon je passe au pôle santé. Des dépenses totales de fonctionnement pour 53 687,44 €, 13 513,55 € pour des charges à caractère général, 15 930,93 € pour des opérations d'ordre, 24 242,96 € des charges financières. Les recettes de fonctionnement total s'élevait à 211 785,18 avec 57 210,06 € pour le résultat reporté, 266 € pour les opérations d'ordre, 90 243,84 € pour des dotations et participations, 61 665,18 d'autres produits de gestion courante. Nous passons à l'investissement avec des dépenses totales réalisées à hauteur de 633 478,31 €, 2 610,10 € pour des opérations d'ordre, 272 382,80 € des opérations patrimoniales, 90 044,56 € des emprunts et dettes assimilés, 264 870,88 € des immobilisations corporelles, 3 513,97 € des opérations sous mandat. Pour les recettes d'investissement, 597 837,17 € au total, un solde d'exécution de la section d'investissement reporté de 228 991,74 €.
15 930,93 € pour des opérations d'ordre, 272 382,80 € pour des opérations patrimoniales, 28 917,26 € pour des dotations, 48 096,47 € des subventions d'investissement et 3 513,97 € des opérations sous mandat. Au total, nous avons constaté un excédent de fonctionnement de 158 097,74 €, un déficit d'investissement de 152 691 € qu'il s'agit de couvrir par une partie de l'excédent de fonctionnement. S'il n'y a pas de questions, je passe au cinéma-casino. Des dépenses totales de fonctionnement à hauteur de 130 580,62 € avec 8 890,95 € de résultats de fonctionnement reportés, 112 770,18 € des charges à caractère général, 8 919,49 € pour des opérations d'ordre. Les recettes totales de fonctionnement étaient à hauteur de 127 496,38 € avec des opérations d'ordre à hauteur de 11 785,95 €, 66 956,43 € pour des ventes de produits, 48 754 € pour des subventions d'exploitation. En investissement, dépenses 11 785,95 € avec des opérations d'ordre de 11 785,95 €. C'est la seule dépense. En recettes, 32 989,12 €, un solde d'exécution reporté de 23 969,63 € et 8 919,49 € d'opérations d'ordre de transfert entre sections. Ce qui nous donne un déficit de fonctionnement de 3 084,24 € et un excédent d'investissement de 8 599,17 €. Nous l'avons déjà expliqué, ce budget spécifique génère un déficit de fonctionnement de façon structurelle. Donc, on vous proposera de laisser le déficit de fonctionnement en section de fonctionnement au BP 2018 et de laisser l'excédent d'investissement, puisqu'on ne peut pas faire de mouvement inverse, en section d'investissement. Je passe au quartier de l'Ermitage, dernier budget. En réalisation 2017, fonctionnement, des dépenses à hauteur de 333 556,58 €, des charges à caractère général pour 37 300 €, 280 540,96 € pour des opérations d'ordre, 7 867,94 € pour des opérations patrimoniales. Les opérations d'ordre et patrimoniales sont très nombreuses, c'est un budget aussi un peu spécifique. Donc ce sont des écritures qui s'annulent en dépenses et en recettes. 7 847,68 € pour les charges financières, ça c'est une opération réelle. En recettes, nous avons 505 855,24 € au total, avec 102 306,09 € résultats reportés, 308 450,20 € des opérations d'ordre, 7 867,94 € des opérations patrimoniales, des dotations et participations à hauteur de 45 231 €, c'est également du réel. Des produits exceptionnels pour 42 000 €, c'est une régularisation. En investissement, des dépenses pour 369 952,22 €. Nous avons des opérations d'ordre de 308 450,21 €, 42 000 € de subventions d'investissement, c'est la contrepassation de la régularisation que nous venons de voir, 19 502,01 € pour les emprunts, 302 743,83 €, ce sont les recettes totales d'investissement, avec 22 202,87 € pour le solde d'exécution, 280 540,96 € pour des opérations d'ordre, ce qui nous donne au total un excédent de fonctionnement à hauteur de 172 298,66 € et un déficit d'investissement de 67 208,39 €. Bien, je remercie Anne-Hélène. Ce faisant, ce n'est pas formel. Je la remercie, elle et les services, évidemment, de l'excellent travail, je ne cesse de le dire, non pas simplement de présentation, mais de suivi, de contrôle budgétaire. Je vous laisse ce soin maintenant, comme le prévoit la loi, de délibérer, à moins qu'il y ait évidemment question. Sinon, je vais quitter la salle pour vous permettre de délibérer. Bien, nous allons passer au vote. Donc le budget principal,
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Budget annexe maison médicale. Participe au vote, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le pôle santé. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le cinéma. Qui est contre? Monsieur Savard ne participe pas au vote. Qui s'abstient? Merci. Et enfin, le quartier de l'Ermitage, compte administratif 2017. Qui est contre? Une voix contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire. Les comptes ont été approuvés. Très bien. Je vous remercie et m'en félicite. Nous allons maintenant procéder à l'adoption du compte de gestion. Des comptes de gestion, pardon. Donc vous avez reçu à l'appui de votre convocation les balances. On ne vous photocopie pas tout le document. Donc je rappelle, le compte de gestion, c'est le compte fait par le trésorier. Nous faisons le compte administratif et le trésorier fait le compte du comptable. Voilà. Et nous comparons les résultats et ils sont évidemment équivalents. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Voilà. Bien, j'imagine qu'il n'y a pas de remarques sur les comptes de gestion que je soumets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Par budget, non ? On peut, vous souhaitez qu'on adopte par budget différent? C'est utile, c'est mieux, oui. Budget principal, pas d'opposition, pas d'abstention. Budget annexe à maison médicale. D'accord. Non, participation au vote, M. Gottini. Pas d'abstention, pas d'opposition. Le pôle santé. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le cinéma casino. Non, participation au vote de M. Savard. Je ne vois pas d'abstention, pas d'opposition. Et enfin, le quartier de l'Ermitage. Est-ce qu'il y a une opposition? Une opposition. Pas d'abstention. Je fais simplement remarquer que là, on n'est pas en train de se prononcer sur l'opportunité ou non d'une opération, mais sur la qualité du travail réalisé par le comptable. Je dis cela pour qu'on fasse bien le distinguo dans les moments dans lesquels nous sommes appelés à nous prononcer. Bien, donc un vote contre. Je crois avoir compris qu'il y avait aussi un vote contre sur le compte administratif. Je fais la même remarque pour le compte administratif. Puisque là, ce n'est pas l'opportunité, c'est la qualité, la précision de la gestion qui est évaluée lorsqu'on adopte un compte administratif. Bien, pour l'affectation des résultats. Oui. Lionel Gérard ou Anne-Hélène? Allez, Anne-Hélène. Alors, pour le budget principal, la section de fonctionnement a dégagé un excédent total de 463 787,43 €. La section d'investissement, un déficit de 219 182,93 €. On vous propose de couvrir ce déficit d'investissement et de conserver le reliquat, c'est-à-dire 244 604,50 € dans la section de fonctionnement. Donc vous retrouverez ces chiffres dans le budget. S'il n'y a pas de commentaires, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Unanimité, je vous remercie. Sur le budget de la maison médicale, la section de fonctionnement dégage un excédent de 28 468,66 €. La section d'investissement, un déficit de 12 801,54 €. Lorsque nous couvrons ce déficit par une partie de l'excédent de fonctionnement, il restera 15 667,12 € sur la section de fonctionnement. Même chose, je mets aux voix, à moins qu'il y ait des questions. Sinon, opposition. Ok, non-participation. Opposition, abstention, il n'y en a pas, merci, unanimité. Sur le budget du pôle santé, un excédent de fonctionnement de 158 097,74 €, un déficit d'investissement de 152 690,14 €. Donc nous vous proposons de couvrir ce déficit et nous conservons le reliquat en section de fonctionnement, soit de 5 406,74 €. Toujours le même vote.
Abstention? Opposition? Unanimité. Je vous remercie. Cinéma Casino. Un déficit de fonctionnement de 3 084,24 € qui restera en section de fonctionnement. Vous le verrez sous la forme d'une dépense de fonctionnement dans le budget. Et un excédent d'investissement de 8 599,17 € qui sera une recette d'investissement dans le budget primitif. Non-participation au vote, je suppose, de M. Savard. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Et sur le budget du quartier de l'Ermitage, ce principe d'affectation du résultat ne s'applique pas. Merci, Anne-Hélène. La parole à Lionel Gérard pour la fixation des taux d'imposition. Donc, conformément à ce que nous avions évoqué lors du DOB, nous proposons de maintenir les taux. Donc, taxe d'habitation 17,61%. Sur le foncier bâti, 22,93% et sur le foncier non bâti, 78,79%. Bien, avant de passer au vote, peut-être vraiment les 2 ou 3 éléments les plus remarquables. Donc vous avez eu un document sur les éléments de la fiscalité directe. Donc vous avez les bases d'imposition et leur évolution, donc elles évoluent peu. Ensuite, nous avons l'évolution des taux avec des courbes qui vous montrent bien que voilà, la stabilité est la règle. Chez nous, on est plus que sur une règle de stabilité, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il me plaît de le répéter, puisque c'est tout de même tout à fait symptomatique de nos choix politiques, qualifiés quelquefois de courageux, je le rappelle, c'est le terme utilisé par la Chambre, puisque lorsque l'opportunité s'est présentée, malgré une situation de tension qui a toujours été vécue, nous avons décidé d'adapter nos taux à ces opportunités en les baissant. Et je vous ai donné les dates de référence, il faut remonter très loin en amont pour retrouver un taux analogue à celui que nous fixons aujourd'hui. Dans les années 80, oui. C'est tout simplement remarquable. Il faut absolument le souligner. 85. Ensuite, nous avons l'évolution du produit assuré. Donc, je rappelle, base multipliée par taux égale produit. Une variation du produit positive attendue de 27 696 € cette année. Et puis, vous avez le tableau des allocations compensatrices versées par l'État et à la fin, des éléments de comparaison avec quelques villes voisines. Bien, merci Anne-Hélène. Donc, je vous rappelle les propositions. Taxe d'habitation 17,61, foncier bâti 22,93, foncier non bâti 78,79. Je soumets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Sur une décision, évidemment, particulièrement ressentie, positivement ressentie, je le suppose, par nos populations. Je vous propose maintenant d'entrer dans la présentation du budget principal. Donc, travailler bien sûr longuement en commission des finances et dans les différents services et commissions ad hoc. Nous avons tenu compte des données du DOB. Il y a encore quelques incertitudes, donc nous avons écarté ces incertitudes, et principalement sur les recettes venant de l'OLC, dans le cadre de la prise en charge des bâtiments transférés, de grande prise en charge des bâtiments transférés. Nous attendons les chiffres définitifs de la part de l'OLC pour pouvoir les inscrire, et à ce moment-là, nous reverrons à travers une décision modificative les investissements que nous pourrons mener. Et la sub du CCAS. Oui, et aussi bien sûr l'opération que nous devons mener sur les comptes du CCAS, qui doivent nous permettre de récupérer le montant non négligeable de la sub du CCAS, puisqu'il s'agit de plus de 400 000 €. Donc, je vous invite à vous munir de nouveau budget principal. On recycle, hein, on fait le minimum de pages. Avec la colonne BP 2018.
Donc, en fonctionnement total, dépenses totales, 6 676 013,50 €. Des charges à caractère général pour 1 633 326. Quelques éléments de ce qui est prévu. Ensuite, on saute la page 2, on passe à la page 3. Nous avons les charges de personnel pour 3 351 855 €. 6 400 € d'atténuation de produits, 270 161,93 € du virement à la section d'investissement. C'est là que l'on couvre le déficit d'investissement. C'est à ce moment-là, avec ce chiffre-là. 218 402 € des opérations d'ordre, concernent notamment la maison Corradini. D'autres charges de gestion courante pour 1 35 486 €. 130 139,57 €, ce sont les charges financières. Des charges exceptionnelles pour 30 243 €. En recettes de fonctionnement, nous avons prévu le même chiffre qu'en dépenses, 6 676 013,50 €, avec 244 604,50 €. C'est le reste du résultat de l'excédent de fonctionnement 2017, que l'on retrouve là. 90 000 € l'atténuation de charges. 39 471 € des opérations d'ordre. 54 024, c'est le produit des services. Des impôts et taxes pour 3 557 920 €. 2 572 242 pour des dotations et participations. Donc là, ce sont les dotations de l'État. Le FPIC également, dont Lionel vient de parler. 106 589 €, ce sont les autres produits de gestion courante, et 11 163 € des produits exceptionnels. Ça, c'était la section de fonctionnement. Nous passons la page compte administratif, donc 2-3 pages, et nous arrivons sur un autre document qui s'appelle Budget primitif, investissement 2018 ville. Vous me suivez ? Alors, solde d'exécution, section d'investissement, 623 157,43 €. Les opérations d'ordre pour 39 471 €. 18 687 €, ce sont des opérations patrimoniales. Des emprunts pour 478 030, donc là c'est le remboursement des emprunts. 12 960 € pour des immobilisations incorporelles, des subventions d'équipement versées pour 21 232 €. 1 309 078, ce sont les travaux prévus. Vous aurez une liste détaillée par la suite. Soit un total de dépenses de 2 527 615,43 €. En recettes d'investissement, le virement de la section de fonctionnement 270 161,93 €. Les produits de cession d'immobilisation, les logements Marie Curie et Bernanos, pour 956 972, 218 402, ce sont les opérations de transfert, les amortissements de dépenses. 18 687 € des opérations patrimoniales, des dotations pour 247 035,93 €, 243 225,50, ce sont les subventions d'investissement. Les emprunts pour 548 131,07 €, soit un total de recettes de 2 527 615,43 €. Vous avez un détail des opérations prévues pour cette année, pas forcément au BP 2018, mais cette année. Ou l'année prochaine. Voilà, ou l'année prochaine pour une des opérations. Donc, les nouvelles friches, lorsque nous aurons le FPIC, nous inscrirons sur une décision modificative cette opération pour 92 000 €. La rue du Commerce est au BP. La rue Foch est prévue pour 2019. Sur une décision modificative à venir, lorsque nous aurons les réponses attendues et également les notifications de subvention, nous inscrirons, si vous en êtes d'accord, le préau d'école des Capucines, l'aménagement du stade Sainte-Anne, des huisseries école mairie et la chaudière à l'école des Capucines. Nous avons inscrit déjà au bureau la toiture de la primaire mairie, dernière tranche, la salle des sports pour la poursuite de la mise à la terre, l'éclairage de la salle des sports,
Nous vous proposerons en DM l'opération tennis couvert. Au BP, nous avons déjà inscrit un certain nombre d'opérations pour les services techniques, de la signalisation, c'est des propositions de la commission de circulation. Sur une DM, le monument aux morts, la rénovation du monument aux morts en vue des cérémonies du 11 novembre 2018, des 100 ans. Au BP ont été inscrites plusieurs opérations. L'accessibilité pour la 3e tranche, l'accès au local UNP à côté de l'école primaire mairie, l'agrandissement d'une salle de classe aux Capucines, les illuminations de Noël, la réfection du dépositoire pour 40 000 €, inscrite en fonctionnement, un certain nombre d'éléments de matériel pour le cimetière, une autolaveuse pour le stade, un certain nombre de matériel, vous le verrez, je ne vais pas tout décrire, pour les services techniques. Merci Anne-Hélène de cette présentation. Merci à Lionel Gérard et à la Commission des Finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vais, moi, dire quelques mots, puisqu'on est sur l'adoption du budget primitif. C'est l'acte principal qui consacre effectivement les choix opérés par notre conseil municipal pour l'année qui vient. Vous avez entendu et vous connaissez les grandes tendances qui caractérisent notre situation financière. Ça a été rappelé ici au moment du DOB et chacun a suffisamment travaillé ces sujets pour bien les maîtriser. Il faut simplement retenir que ce budget est un budget ambitieux. Ambitieux que ce soit au plan de la maîtrise qu'il continue à confirmer de nos dépenses de fonctionnement, puisque vous avez noté la volonté de réduire nos dépenses de fonctionnement par rapport aux prévisions 2017. C'est-à-dire que, nonobstant le fait que nous ayons obtenu des résultats, nous ne nous en satisfaisons pas pour crier victoire et considérer que la difficulté est derrière nous. Non, nous savons bien qu'il y a des tendances lourdes auxquelles nous sommes confrontés. Il faut y être attentif, d'autant que les actes de maltraitance orchestrés par le gouvernement et les pouvoirs successifs ne se sont pas apaisés. Et donc, nous sommes toujours, évidemment, victimes, très claires, de ces décisions venues d'ailleurs. Et donc, il nous faut être extrêmement vigilants, ce que nous ne cesserons d'être. Néanmoins, donc, un résultat probant qui est mis au bénéfice, évidemment, de l'investissement. Je salue de ce point de vue-là, et vous, j'imagine, vous l'appréciez comme moi, le fait que nous affichions à ce conseil municipal l'ensemble de nos projets pour l'année, même ceux qui relèvent d'une inscription à venir dans une décision modificative prochaine, puisque si nous les inscrivions aujourd'hui, il faudrait soit augmenter de fait l'emprunt que nous serions amenés à contracter, puisque nous ne pourrions pas afficher les subventions pourtant sollicitées et attendues. Donc il est préférable, incontestablement, d'être doté de tous les indicateurs nécessaires pour procéder à une inscription définitive. C'est ce que nous faisons, mais en même temps, nous laissons avoir ce vers quoi nous allons. Et ce que nous laissons voir est tout à fait, évidemment, ambitieux. Cela confirme le propos utilisé tout à l'heure, le terme utilisé tout à l'heure. Évidemment, vous voyez le chantier évoluer dans la rue du Commerce de belle manière. J'espère que dans un délai d'1 mois et demi, 2 mois, nous pourrons constater la qualité du travail fourni, mais c'est déjà le cas, avec une relation particulièrement positive entre les salariés des entreprises concernées et les résidents de ce quartier. Bon, je ne vous referai pas la liste, mais on a à l'esprit la vocation qui va se modifier du stade Sainte-Anne et qui promet d'être encore plus qu'il ne l'a jamais été, le lieu de rencontre qui sans doute sera privilégié pour les Joviciens, voire les habitants de la vallée qui ont à transiter par cet écrin de verdure qui va être embelli. Nous allons agir évidemment fortement sur ce que nous faisons tous les ans sur les écoles et particulièrement sur l'école Jeuf-Méry,
puisque nous consacrons là, quand même, nous allons changer pratiquement l'ensemble des huisseries, terminer la toiture, faire un préau. Donc évidemment, la priorité à l'enfance et à la jeunesse reste confirmée. Nous avons en plus une évolution ces dernières années positive de nos jeunes, du nombre d'enfants scolarisés, ce qui est une situation évidemment ô combien intéressante. Nous nous inscrivons très volontairement dans cette évolution. Et puis, il y a des événements, bon, je le signale, lorsqu'on décide de refaire totalement le dépositoire, ça a l'air d'être peu de choses. En fait, c'est tout l'inverse. Je rappelle qu'il est mis gracieusement à la disposition de la population jovicienne pour faire que les moments les plus dramatiques puissent trouver là l'expression aussi de notre soutien et de notre solidarité. Et donc, ce local avait grand besoin d'être rénové, il va l'être, et de belle manière. Et puis le monument aux morts, nous avons pris aussi des engagements. Un comité de pilotage a été constitué. Nous sommes en train de travailler avec les associations, qu'elles soient patriotiques et civiles, et avec les écoles de la ville, à un événement très important le 11 novembre prochain, l'occasion duquel le monument rénové sera dévoilé. Il y a évidemment toute une série d'autres projets. Il a été question, vous l'avez entendu, de la rue des Nouvelles Friches, elle aussi. Il est temps que nous intervenions. Ça a été dit, je le rappelle, mais je ne ressens pas le besoin d'épiloguer sur le sujet. Je l'ai fait au moment du DOB. Mais nous avons travaillé fortement avec la communauté de communes, de telle sorte que soient trouvées les modalités qui nous permettent d'avancer vers un traitement équilibré des situations, alors que ce déséquilibre est ancien et qu'il persiste. Je redis que le choix fait n'est pas totalement satisfaisant, mais en même temps, il marque une intention et évidemment une situation financière évolutive. Je veux aussi dire que ça ne doit pas être, et c'est ce que j'ai dit à la réunion du Conseil communautaire, ça ne doit pas être l'évolution du FPIC qui doit déterminer la capacité de l'OLC de tenir les engagements pris. Sinon, évidemment, ce serait extrêmement fâcheux. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Je ne procède pas à la liste, évidemment, des investissements. Nous sommes, mais vous l'avez noté aussi, dans la conduite pluriannuelle de l'accessibilité. C'est un chantier considérable sur un rythme relativement élevé, mais que nous tenons. C'est l'engagement que nous avions pris avec l'État, qui est là un partenaire, puisqu'il participe financièrement à l'effort de la ville. Je tiens aussi à souligner, évidemment, l'État, notre partenaire sur un certain nombre de chantiers. Le Conseil départemental, malgré les contraintes que nous lui connaissons, continue aussi à assurer à notre ville sa forte présence, qu'il aura aussi à manifester dans le cadre des chantiers que nous avons suspendus aux décisions. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Je vais mettre aux voix le budget primitif. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Contre. Donc, un vote contre. Le reste, évidemment, positif. Je vous remercie pour ce vote. Nous allons poursuivre avec les budgets annexes. Oui, pardon. Donc, le budget de la maison médicale. Dépenses de fonctionnement prévues, 141 107,12 €, avec 49 096,80 € pour des charges à caractère général, 5 835 charges de personnel, 2 647 virements à la section d'investissement, des opérations d'ordre pour 76 757 €, 6 771,32 € pour des charges financières. Nous passons aux recettes de fonctionnement avec 141 107,12 €, un résultat de fonctionnement reporté à hauteur de 15 667,12 €.
Des opérations d'ordre pour 55 904 €, 3 500 € pour des produits et des services. Des autres produits de gestion courante pour 66 036 €. Nous passons aux dépenses d'investissement, 94 227,54 € avec 1 305,54 € de résultats reportés. D'opérations d'ordre pour 55 904 €, 23 500 € pour des emprunts. Des immobilisations corporelles à hauteur de 13 518 €. Pour les recettes d'investissement, 94 227,54 € prévus, avec 2 647 € de virements, 76 757 d'opérations de transfert, d'ordre de transfert, 12 801,54 € dotations fonds divers et réserves et 2022 € pour des subventions d'investissement. Pas de remarques? Vote contre? Abstention? Une non-participation au vote, oui. Monsieur Gauthier. Continue. Quand même, une remarque, personne ne l'a fait, il faut quand même la faire. C'est une opération magnifique de service public et d'un point de vue budget, c'est une réelle opération. N'importe quelle collectivité ne peut que se satisfaire d'une telle opération budgétaire. Qui nous est envié par de nombreuses autres collectivités, d'ailleurs. Pôle santé, dépenses de fonctionnement, 187 487,74 €. Des charges à caractère général pour 25 769,75 €. Un virement à la section d'investissement de 79 087,14 €, 58 122 € pour des opérations d'ordre. Des charges financières pour 24 508,85 €. En recettes de fonctionnement, nous avons 187 487,74 € avec 5 406,74 € de résultats de fonctionnement reportés, 11 113 € pour des opérations d'ordre. Des dotations et participations à hauteur de 92 848 €, 78 120 € pour des autres produits de gestion courante. Nous passons à l'investissement, dépenses, 289 900,14 € pour la totalité des dépenses de fonctionnement, un solde d'exécution 35 645,14 €, 11 113 € des opérations d'ordre, des emprunts et dettes assimilées pour 126 097 €, des immobilisations corporelles, donc des travaux pour 117 045 €. En recettes d'investissement, un total de 289 900,14 €, avec un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 79 097,14 €, 58 122 € pour des opérations d'ordre, des dotations pour 152 691 €. Bien, des remarques? Non? Abstention? Une remarque. Oui. C'est un budget qui n'est pas, c'est pas un exercice complet, une année complète. L'année prochaine sera une année pleine. Si. 2018 est complète, c'était 2017 qu'il n'était pas. D'accord. Ah oui, mais c'est le remboursement de l'EPFL qui impacte encore pendant 3 années ce budget. Bon, pas d'abstention, pas d'opposition, je vous remercie. Cinéma Casino, dépenses totales de fonctionnement 131 306,24 € avec 3 084,24 € pour le résultat reporté, 119 800 € pour des charges à caractère général, 8 422 € des opérations d'ordre. Pour les recettes de fonctionnement, 131 306,24 € avec des opérations d'ordre à hauteur de 13 037 €, 70 969,24 € pour des ventes de produits, des subventions d'exploitation pour 47 300 €. En investissement, dépenses, 62 950,17 € avec des opérations d'ordre pour 13 037 €, 49 913,17 € pour des immobilisations corporelles, donc ce sont des travaux. Pour les recettes d'investissement, 62 950,17 € au total, avec 21 103,17 € de solde d'exécution reporté, 8 422 € pour les opérations d'ordre et des subventions d'investissement pour 33 425 €. Bien,
J'imagine qu'il y a non-participation au vote. Monsieur Savard, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Et dernier budget, celui du quartier de l'Ermitage. Une dépense totale prévue à hauteur de 474 496,81 €. Des charges à caractère général pour 151 200 €. Vous avez le détail. 309 000 € pour des opérations de transfert. 7 250 € des opérations patrimoniales. Des charges financières à hauteur de 7 046,81 €. Des recettes totales à hauteur de 718 016,66 €. Là, on se rend compte que le budget n'est pas équilibré parce que ce n'est pas un budget qui doit être forcément équilibré. C'est une exception à la règle d'équilibre. Des opérations d'ordre à hauteur de un résultat de fonctionnement reporté pour 172 298,66 €. 467 000 € des opérations d'ordre, 7 250 des opérations patrimoniales, des dotations, c'est-à-dire la subvention de la commune pour 57 000 €, produits exceptionnels, 14 468 €. Nous passons à l'investissement avec des dépenses prévues à hauteur de 552 508,39 €, un solde d'exécution de 67 208,39 €, des opérations d'ordre pour 467 000 €, des emprunts pour 18 300 €, en recettes d'investissement 552 508,39 €, là c'est équilibré, 309 000 € pour des opérations d'ordre et 243 508,39 € pour des emprunts. Bien, merci. Sur ce budget, des remarques, des abstentions, des oppositions, une opposition. Je vous remercie. Les budgets sont ainsi adoptés. Permettez simplement une toute petite remarque sous forme de satisfaction, puisque on pourrait considérer normal, naturel, qu'un maire évidemment se réjouisse d'un budget, de sa présentation, de son contenu, enfin, etc., etc. Mais qu'un conseil municipal, unanimement pour 80, je ne sais combien, parce que le poids du budget qui a fait l'objet d'un vote contre est relativement faible par rapport au reste, que pour très très large quantité de ces budgets, ceux-ci soient adoptés à l'unanimité, ça administre la preuve évidemment de la reconnaissance, à la fois de la qualité de la gestion que nous portons et évidemment de la performance des réalisations engagées et la confirmation de la force des ambitions que nous animons. Donc, autant de satisfaction pour le maire que je suis. Bien, nous continuons. Laissez Anne-Hélène François, c'est très technique. Il y a encore ça. Ah pardon, non. On est durée d'amortissement. Durée d'amortissement. Oui, donc la comptabilité évolue et donc on nous demande de détailler les durées d'amortissement, certaines durées d'amortissement. Il s'agit donc des durées d'amortissement des subventions d'équipement. C'était autrefois 15 ans pour les subventions versées à des organismes publics et 5 ans pour les subventions versées à des organismes de droit privé. Aujourd'hui, nous vous demandons de détailler comme suit: 5 ans pour les subventions qui financent des biens mobiliers, matériels ou études, 30 ans pour les subventions qui financent des bâtiments et des installations, et 40 ans pour les subventions qui financent des projets d'infrastructure d'intérêt national. Bien, j'imagine qu'il n'y a pas de remarques sur cette adaptation. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Ensuite, sur les questions d'urbanisme, on vous propose tout simplement de régulariser une situation. Nous nous sommes rendus compte il y a déjà quelque temps d'un anachronisme qui a été révélé par tout simplement des actes notariés, puisqu'il y avait eu vente d'une maison avec une construction d'un appentis de cette maison sur une zone qui était évidemment communale. Et donc, la proposition qui est faite, évidemment, c'est de ne pas chercher à gêner le nouvel acquéreur qui nous a permis de découvrir cet anachronisme et donc de lui céder
à l'euro symbolique, cette petite parcelle. Je crois il est indiqué d'une contenance de 9 mètres carrés. Effectivement, ce n'est pas ça qui va modifier grand-chose sur la ville. Mais en tout cas, si nous ne prenions pas cette décision, cela pourrait avoir des impacts considérables sur la personne qui est en train d'acheter évidemment cette maison. J'imagine que là-dessus, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Par ailleurs, Ornaval, évidemment, n'a aucune vocation à rester propriétaire des terrains qui recevaient l'ancienne station d'épuration, qui ont été traités comme il le fallait, comme il se devait. Il est question que nous reprenions, évidemment, en propriété ces terrains qui nous sont cédés à l'euro symbolique, à l'unanimité des décisions du conseil du comité syndical d'Ornaval, ce que je veux ici remercier de cette proposition et de la qualité de ce qui a été réalisé en termes d'aménagement de la nouvelle STEP et de traitement des terrains qui recevaient l'ancienne. Remerciement qui s'adresse directement à mon voisin de gauche, en tant que président évidemment du syndicat Ornaval, et à son comité. Je transmettrai les remerciements. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention sur cette proposition. OK. La convention concernant la mise à disposition de ressources numériques pour les écoles. Françoise Berg. Alors, la commune de Geoff a signé la convention de partenariat Collège numérique et innovation pédagogique avec l'Académie de Nancy-Metz, permettant de financer une partie de l'acquisition d'équipements numériques mobiles pour les écoles. C'était des tablettes. En parallèle à cette convention, l'Académie attribue à chaque école une dotation de 500 € pour l'achat de ressources numériques pédagogiques, entre autres des logiciels. Cependant, les écoles n'ayant pas la structure juridique et financière leur permettant de recevoir cette dotation, le ministère de l'Éducation nationale s'appuie sur les collèges du secteur pour gérer l'opération et acquérir les ressources pour le compte des écoles. Le collège de Geoff se chargera ainsi de gérer la dotation versée par l'Académie, acquérir les ressources pédagogiques correspondantes, les mettre à disposition des écoles et gérer les droits d'accès aux différents logiciels. Aucune disposition de ladite convention n'engage la ville. Elle n'est partie du contrat que du fait qu'elle dispose de la compétence scolaire premier degré. Aussi sera-t-il demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition des ressources pour les écoles avec le collège de Geoff. Bien, merci. Je pense que là aussi, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Il n'y a pas eu de décision depuis le dernier conseil municipal, donc je vous propose de passer aux questions d'actualité, questions orales. J'en ai reçu 5 de M. Savard, une de M. Diazio. Je vais laisser le soin à M. Savard de poser les questions qu'il souhaite, même si, je l'indique, une de ces questions ne trouve pas sa place dans cette soirée, puisqu'elle porte sur une question qui n'a rien à voir avec la gestion municipale, puisque je veux parler du jardin extraordinaire qui n'a strictement rien à voir avec la gestion municipale. Et donc, comme il est explicitement prévu dans notre règlement, les seules questions qui ont droit de citer ont à voir avec, évidemment, ce qui relève de la gestion municipale. Donc, sur les 5 questions, je demande à M. Savard de poser les 4 qui ont trait, qui, dans l'absolu, ont trait à la gestion municipale, même si je ne suis pas convaincu de ce que je suis en train d'affirmer. Allons-y. Alors, je vais commencer par la question d'Antoine Diazio, qui est adressée... Ah non, M. Savard. Non, c'est moi qui organise le débat à l'Assemblée, donc je vous ai demandé d'intervenir sur vos questions. Je vous poserai la question pour M. Diazio après. Ah bon? Oui, non, mais il n'y a pas de... là-dessus, pas de problème. Alors, une question à M. le maire. Quand nous posons une question orale, nous sommes limités à 2 minutes de temps pour la présenter. Quoique je pense qu'un temps de 3 minutes serait plus conforme à l'expression démocratique des conseillers
Ce n'est pas là le fond de ma question. En effet, le temps dévolu à la réponse ne correspond pas au temps dévolu à la question. Pire même, il n'est pas limité et il est usé et abusé de cette absence de limite, parfois d'ailleurs pour des propos en diarrhée verbale hors sujet. Nulle part dans les assemblées vraiment démocratiques une telle distorsion n'existe entre les droits du questionneur et ceux du répondeur. Pour n'évoquer que les plus connus de nos assemblées, je ne citerai que l'Assemblée nationale et le Sénat, où les droits sont égaux. Mais ici, à Jeuf, nous y sommes, et la démocratie, selon Jeuf, depuis une vingtaine d'années, n'est pas la même qu'ailleurs. Elle est rebelle à l'imitation. C'est peut-être ce qui vous permet de qualifier Jeuf de belle et rebelle. Permettez-moi de ne pas adhérer à cette vue des droits de chaque parti. Ma question: allez-vous conseiller de répondre à la question et qu'à la question? Allez-vous revisiter cette étrange notion de l'égalité des droits du temps de parole? Monsieur Savard, oui. Je vous rassure, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour répondre à ce vomi verbal. D'autant qu'il m'arrive de répondre à certaines questions avec une syllabe. La seule chose qui me chagrine, c'est que vous confondiez l'image qui est celle de notre ville, de belle et rebelle, avec vos allégations, et ça, je trouve, c'est très regrettable. Lorsqu'on parle d'une ville rebelle, on l'a dit, en capacité de résistance à tous les mauvais coups et d'où qu'ils puissent venir. En aucun cas en lien avec vos suppositions ou vos postures, de quelque ordre que ce soit. C'est regrettable qu'il y ait cette confusion. Autre question, Monsieur Savard. Alors, à Monsieur le responsable de l'environnement. Des études approfondies montrent les dangers que les pelouses synthétiques font courir aux pratiquants sportifs, surtout les jeunes, dont les organismes en construction sont plus sensibles. En effet, des microparticules de caoutchouc se détachent lors des piétinements et sont aspirées par les voies respiratoires avec les dommages que vous pouvez connaître. Évidemment, vous pouvez en soigner les effets. Mais pendant que vous vous attachez à en soigner les effets, je m'attache à en empêcher les causes. Ne soyez pas surpris par la formule. Je ne fais ici que vous paraphraser, vous qui affirmiez faussement mais péremptoirement, je vous cite, « Pendant que vous voyagez, j'occupais mes vacances en emploi saisonnier. » Fin de citation. Double erreur. D'abord, vous n'étiez pas encore né les différentes années où j'ai signalé l'Europe à vélo. Ensuite, c'est dès 10 ans que j'ai occupé souvent mes congés scolaires à travailler à la boulangerie Grand Paternel. À 14 ans, j'y portais à dos les sacs de farine d'un quintal. À 15 ans, lors d'une séquence de travail surabondant, en voulant éviter une surcharge de travail à mes parents, je n'ai pris que 3/4 d'heure de sommeil en 48 heures. Et pendant mes études universitaires, ce n'est pas seulement pendant les vacances, mais c'est toute l'année que je travaillais, en tant que salarié de l'Éducation nationale. 2 des mois de vacances sur les 3, c'est encore comme boulanger que je travaillais. Par la suite, contrairement à ce que vous affirmez, j'ai assumé de fortes contraintes professionnelles au point d'y négliger le repos bien au-delà de mes besoins limités en sommeil. Résultat, fatigue, accident, capsule synoviale éclatée et opération en urgence. Contre l'avis du chirurgien, je ne suis resté que 24 heures hospitalisé, et ce pour rejoindre mon poste à Montpellier avec béquilles, plâtre, douleur continue, puis plus tard rééducation. Ma question, elle est double. Allez-vous vous contenter de vraiment répondre aux questions au lieu d'inventer ce qui vous convient? Allez-vous faire disparaître cette dangereuse pelouse synthétique? Chacun aura évidemment noté le grand rapport qu'il y a entre le développement de... C'est intéressant de vous connaître dans le détail, Monsieur Savard, mais entre cela et... Ce n'est qu'une réponse à une allégation insensée. Et l'objet même de la question, qui aurait pu prendre effectivement quelques dizaines de secondes. Monsieur Gottini. Monsieur le maire, je vous remercie de réadresser la question. De me la réadresser, je vais pouvoir, ça m'aurait manqué de ne pas pouvoir répondre à Monsieur Savard, vous l'avez bien compris. Monsieur Savard, vous souhaitez avoir des réponses courtes et claires. Elles ont, à mon sens, toujours été extrêmement claires, et je vais m'atteler dorénavant à ce qu'elles soient plus courtes que vos interminables questions.
Oui, notre ville a fait le choix depuis quelques années déjà d'installer une pelouse synthétique classique, équipement venant compléter encore un peu plus les installations mises à disposition de nos sportifs. Quelques études évoquent un risque médical potentiel. D'autres, dont celle réalisée en particulier aux Pays-Bas en 2016, concluent à l'innocuité des matériaux utilisés. Le ministère de la Santé a saisi récemment l'Agence nationale de sécurité sanitaire afin qu'elle mène toutes les études nécessaires visant à affirmer ou à infirmer l'innocuité totale de l'équipement en cause. Dès les résultats connus, nous en tirerons immédiatement les conclusions et nous agirons en conséquence. Pour l'instant, Monsieur le conseiller, cet équipement reste fonctionnel et son utilisation autorisée. Merci, Monsieur Gottini. Ensuite, Monsieur Savard. Alors, toujours au responsable de l'environnement. Vous vous étonnez que je vous pose assez fréquemment des questions. Bigre. Il serait donc surprenant que l'écologiste que je suis pose assez fréquemment des questions aux responsables de l'environnement que vous êtes à jeun. Oui, je développe ce que vous désignez comme des utopies, voire des délires extrémistes, selon vos propres termes. Voici plus de 45 ans que je le fais, et certaines de mes utopies et extrémismes d'il y a des décennies sont maintenant, et souvent malheureusement trop tardivement, des réalisations concrètes. L'utopie, c'est aussi tenir compte des conséquences du prochain et inéluctable événement d'éjection de masse coronale. Celui de 1859, appelé événement de Carrington, a détruit entièrement le seul réseau électrique d'alors. Actuellement, c'est l'ensemble des réseaux électriques avec des conséquences simples. Sans électricité, plus de carburant, pompe en panne, plus d'agriculture mécanisée, plus d'eau potable, plus de stations d'épuration, etc., etc. Seule la décroissance, qui est une utopie, peut apporter un sauvetage partiel. Ce n'est manifestement pas votre combat. Et je suis prêt à cesser de présenter des propositions, je ne suis pas prêt, pardon, à cesser de présenter des propositions argumentées d'actions immédiates pour que le futur ne soit pas un cauchemar. Et oui, j'ai l'ambition jamais cachée, toujours avouée, d'entrer en responsabilité de l'environnement partout où je puis y être utile. Et je n'oublie jamais que dans l'environnement d'un humain, il y a les autres humains. Ainsi, je ne défends l'environnement et la planète que parce que je défends l'humain qui y vit. Les petits osios, l'herbe verte et les fleurs ne sont ma préoccupation que parce qu'ils participent à une vie possible sur notre planète. Alors, et je vais encore vous parodier, à la vitesse à laquelle vous comprenez les vrais enjeux du futur, vous n'êtes pas prêt de progresser dans la préparation d'un futur supportable. Un futur où nous pourrons vivre sur une planète vivable, vivable au sens littéral du terme, et ce futur-là doit se préparer partout, y compris à Geurs. D'autres communes l'ont préparé, ou commencent à le préparer. Compte tenu de votre déclaration avec vous aux manettes de l'environnement, il est évident que nous devrons piaffer d'impatience encore longtemps. Ma question, quand aurez-vous conscience des insuffisances de vos réflexions et de vos prospectives environnementales comme définies ci-dessus? J'aurais dû vous arrêter à 2 minutes, compte tenu de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Bien, Monsieur Gottini. Monsieur Savard, décidément, on se confondra jamais. Je vous le redis, je ne m'étonne pas de vos questions, je m'en réjouis. Il ne faudrait pas que l'amitié profonde qui ne nous unit pas vous laisse entrevoir dans mes propos des connotations qui n'existent pas ou vous amènent à des interprétations erronées. J'ai pour habitude de dire les choses, Monsieur Savard, et pas de les insinuer ni de les suggérer. Et si vous qualifiez d'insuffisance le fait de n'adhérer ni à vos thèses, ni à votre positionnement, ni à vos engagements, et de ne pas vous donner la réponse qu'il vous plairait d'entendre, alors je revendique cette insuffisance. Nous n'avons pas été élus sur la même liste, je vous le rappelle quand même. Cela signifie donc des visions différentes, des objectifs différents. Et malgré l'esprit qui m'habitait, je crains fort de ne jamais comprendre votre mode de fonctionnement. Pour le reste, Monsieur Savard, je vous laisse à vos palabres. Monsieur Savard. Monsieur le maire, lors de réponses à des questions orales, l'un de vos adjoints s'est permis des propos inappropriés. En effet, en réponse à une question, votre adjoint chargé de l'environnement a, entre autres, formulé des propos parfaitement gérontophobes. Au moins, quand un conseiller bien connu exprime comme un turlupin des propos gérontophobes, au moins, pour détestable que ce soit, le fait-il directement en pleine face, sans user d'insinuations sournoises. Or, en usant de formules faisant référence à ma petite tisane du soir, sous-entendu comme une petite vieillarde, et l'heure supposée tardive de mon café du matin, sous-entendu comme un petit vieillard qui n'a rien à faire, il induit avec fourberie un mépris clairement gérontophobe et tout aussi détestable. D'ailleurs, je n'ai pas de rituel d'endormissement et mes rentrées tardives, parfois le matin de réunions lointaines, ne me le permettraient pas.
Et concernant mon café du matin, si votre adjoint se lève à l'heure où je prends le premier, c'est qu'il se lève tôt. Ma question, allez-vous laisser encore longtemps ce genre de dérive et de mépris? Décidément, Monsieur Savard, si nous avions un doute à cet égard, il est levé, définitivement. Vous, vous aimez bien, puisque vous ne cessez de nous faire découvrir tel ou tel aspect de votre vie privée. Bien. Je ne fais que répondre. Alors, Monsieur Savard, tout d'abord, vous entendez et vous interprétez à peu près ce que vous voulez. Et en tout cas, ce n'a pas été ni ce que j'ai entendu, ni ce que j'ai interprété. Vous décidez de croiser le fer avec un bretteur redoutable. Ne vous étonnez pas de vous faire moucher. Je serais tenté de dire, Monsieur Savard, qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Et pour l'écologiste que vous revendiquez d'être, vous devriez connaître cet axiome et vous l'appliquer. Ce serait sans doute salvateur. Autre question. Alors c'est celle de M. Diazio, qui est adressée à M. le maire et concernant le marché hebdomadaire. Le marché a été déplacé sans la consultation obligatoire d'une organisation représentant légalement l'ensemble des commerçants forains. Vous avez décidé d'un règlement du marché dont vous n'avez pas communiqué le texte en information aux conseillers municipaux. Dans votre dernier règlement, l'article 4 stipule que pour des raisons d'intervention de services de sécurité, les carrefours doivent être dégagés en permanence. Ce n'est pas respecté. Et en tout cas, les véhicules et étals des forains bloquant les carrefours ne sont pas déplaçables dans les délais qu'impose la sécurité. De plus, je considère que votre projet de déplacement de marché est non abouti, hors légalité, hors dispositif de secours. Allez-vous revenir sans délai à l'ancien dispositif et à l'ancien lieu? Alors, plusieurs choses pour répondre à M. Diazio. Ça lui sera évidemment communiqué. Bon, tout d'abord, je m'étonne, puisque lorsque le conseil municipal a décidé d'émettre un avis favorable pour le déplacement du marché, il l'a fait après que j'ai eu, moi, à rencontrer les syndicats évidemment des commerçants, rencontre qui a eu lieu en décembre. Donc je m'étonne qu'il puisse dire ça, parce qu'il a été, je crois qu'il était présent au conseil municipal lorsque la décision a été prise et que cette information a été donnée. Mais je ne l'ai pas formulée peut-être assez clair, encore que je n'ai pas l'habitude de louvoyer. Et en plus, c'était écrit, bien sûr. Sur l'arrêté, évidemment, les arrêtés que je prends, puisque ça relève directement des pouvoirs de police qui m'échoient, l'arrêté est public, et donc, évidemment, il y a possibilité pour qui le souhaite de consulter les arrêtés, et donc ça a été le cas, puisque lui-même, et c'est contradictoire avec sa propre question, il a consulté l'arrêté, puisqu'il commente un des aspects de ce même arrêté. Bon. Excusez du peu. Et à cet égard, je considère que cette réflexion est tout à fait bienvenue. Il évoque le fait qu'un carrefour ne soit pas totalement libéré. Il y a effectivement relative contradiction entre l'organisation, quelle que soit la configuration du marché, et les contraintes liées avec, évidemment, les dispositifs visant la situation particulière que le pays connaît. Même si nous avions rédigé cela a posteriori, je pense qu'il y a maintenant un retour d'expérience, et je vais voir, à l'aune de cette remarque, qui est judicieuse, je vais voir pour évidemment adapter le règlement a un dispositif qui vise à sécuriser définitivement ce qu'il est, ce qui est le cas déjà maintenant, puisque aucun véhicule ne peut pénétrer sur le marché, c'était mon objectif premier, souvenez-vous, et que par ailleurs, évidemment, ce véhicule peut être facilement déplacé pour permettre l'accès à l'axe principal, et le reste des deux rues étant rendu accessible par les autres accès connus, que ce soit évidemment des deux côtés par la rue Eugène Bastien. Mais, remarque judicieuse, je vais donc voir pour être plus détaillé, plus précis dans l'expression de cet article, pour qu'il soit en phase avec ce que nous pratiquons, et en tout cas qui confirme la sécurisation maximale du marché. Sur le dernier point, le conseil municipal a pris une décision sur ma proposition qui consiste à entrer dans une phase expérimentale.
Je consulterai, comme je l'avais dit fin mai, que ce soit les commerçants ou les riverains, et je reviendrai au conseil municipal à la fin de l'expérimentation pour vous faire une proposition concernant l'emplacement définitif du marché. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une bonne soirée. Ça, je te laisse, tu sais, Patrick Stack, le début. Qu'est-ce qui a commencé? Quelqu'un qui passe pour demander aux riverains, aux clients et aux commerçants ce qu'ils en pensent du marché. Oui. Je sais peut-être pas. Non, là, je suis pas au Moi, courant. j'ai été consulté. Ah ouais. Mon frangin aussi, le voisin. Ah ouais. Je faisais des pompes funèbres avec.